Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Vous êtes avec nous pendant 1 heure et aujourd'hui nous commencerons avec Magali qui nous parlera des défenses immunitaires chez les enfants, suivi de Florian qui présentera le projet ITER. Ensuite nous aurons Adrien qui parlera de débris spatiaux, puis nous aurons Nicolas qui nous parlera de l'île Chutsey. Et pour terminer, nous ferons un débat sur le végétarisme, mais juste avant, ce sera la première chronique dans l'émission de Nora qui nous parlera des forêts tropicales et de leur puits de carbone. Il est 16h et on commence tout de suite avec Magali qui va nous parler de défense immunitaire chez les enfants. Alors du coup je vais parler de système immunitaire mais aussi de microbiote chez les enfants. Alors du coup déjà de base, il faut savoir que chez un être humain adulte, on retrouve 15 à 30 000 espèces de bactéries différentes. Donc ce nombre ne reflète pas du tout le nombre de bactéries totales qui nous envahissent, mais juste le nombre d'espèces. Donc une espèce est présente en plusieurs forcément versions dans notre organisme. Donc il faut savoir que beaucoup de bactéries vivent en nous en fait. Et ces bactéries, elles sont pas produites par notre corps. Ce qui peut paraître logique, ce sont des organismes à part qui nous envahissent. Donc lorsqu'un enfant naît, juste avant sa naissance, il est encore totalement stérile. Et donc il y a juste les cellules de l'enfant en fait. La première étape de contamination entre guillemets des micro-organismes chez l'enfant va se faire par l'accouchement. Si l'accouchement se fait par voie basse, le microbiote en fait du vagin de la mère. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un microbiote s'il te plaît ? Alors le microbiote c'est l'ensemble en fait de toutes les bactéries qui sont dans notre corps. Et donc toutes ces bactéries qui sont des micro-organismes sont notre microbiote en fait. Et le microbiote du coup il est unique à chaque personne en fait. Chaque personne n'a pas le même microbiote. Merci. De rien. Et donc le microbiote du vagin de la mère va contaminer en fait l'enfant. Si l'accouchement se fait par césarienne, le premier contact de l'enfant avec les bactéries va être différent. Et du coup, il faut savoir que dans certains cas, l'enfant est tout de même mis en contact après une césarienne avec le vagin de sa mère pour avoir une contamination entre guillemets plus naturelle et pouvoir développer un microbiote plus proche de plus proche d'un enfant né par voie basse. Et donc ensuite, la contamination du nouveau-né, elle se fait de manière progressive et les souches bactériennes viennent principalement des personnes entourant l'enfant. Donc les parents, la famille en général, les amis des parents, etc. Et alors c'est un exemple qui m'avait frappée. Donc lors des repas, souvent on fait « Ah, une cuillère pour papa, une cuillère pour bébé ». Et boum, contamination parce que la cuillère passe du parent en fait à l'enfant. Ça reste quand même une sorte de bonne contamination parce que ça développe le système immunitaire. Alors j'allais le dire justement qu'il faut pas arrêter parce que c'est pas vraiment que ça développe le système immunitaire, il y a de ça aussi mais j'en parlerai plus tard. Mais il y a aussi un transfert de bactéries positives, bactéries qui vont nous aider dans toutes nos voies métaboliques. Donc les voies métaboliques ce sont les ensembles en fait de réactions qui vont nous permettre nous de consommer ou de stocker de l'énergie. Donc c'est ce qui nous permet de vivre en fait. Et ces bactéries sont très utiles dans toutes ces voies métaboliques. Et donc il faut savoir que c'est pour ça aussi qu'un enfant doit avoir un régime alimentaire particulier. Parce que nos bactéries nous aident beaucoup dans la digestion par exemple. Donc un enfant ne peut pas manger les mêmes choses qu'un être adulte. Voilà. Et du coup il faut savoir qu'il faut au moins 2 ans avant que le microbiote ne soit vraiment installé et commence vraiment à se développer en fait. Alors ça veut pas dire qu'à 2 ans il est ce qu'il sera quand il sera adulte, il va continuer à se développer, d'autres bactéries vont arriver, d'autres vont peut-être disparaître et ça va encore évoluer jusqu'à son âge adulte. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut en tant qu'adulte nous avoir un régime riche en fibres et équilibré justement pour entretenir notre microbiote en fait. Le microbiote fait vraiment partie de nous et on doit en prendre soin quand même. Et alors du coup maintenant je vais vous parler du système immunitaire. Et donc le système immunitaire c'est ce qui nous permet de faire face aux infections. Aux infections qui sont lorsque une molécule ou une particule qui est étrangère donc à notre organisme. C'est ce qui essaye de défendre le corps à la base. Non, alors oui, c'est ce qui défend du coup aux infections. Et les infections c'est quand une molécule ou une particule étrangère entre dans notre organisme. Et donc ces particules ou molécules sont appelées des antigènes. Donc voilà. Et les molécules qui font face
aux antigènes dans notre corps et qui sont donc produites par notre corps, ce sont les anticorps. Donc, voilà. Et il en existe donc plusieurs types. Et les enfants, en fait, ont, lorsqu'ils naissent, déjà un type d'anticorps en eux. Alors que, normalement, ils se mettent à produire leurs anticorps après la naissance, en fait. Mais ceux qui y sont déjà viennent de la mère, en fait. Et parce qu'il y a un type d'anticorps qui est capable de traverser le placenta. Et donc le placenta qui entoure l'enfant lors de la grossesse, le liquide. Et du coup, l'enfant a des anticorps maternels. Et ces anticorps maternels, après la naissance, vont disparaître. Tandis que l'enfant va, en fait, produire ses propres anticorps. Et donc il y a un autre type d'anticorps qui se passe donc par le colostrum, qui est donc le liquide qui est sécrété par les mamelles avant le lait. Et donc lors de l'allaitement, l'enfant va en fait avoir d'autres anticorps qui sont produits également par la mère. Et donc ça va développer son système immunitaire. Et donc également les microbiotes, tous les micro-organismes. Un enfant qui évolue dans un milieu stérile, complètement stérile, va être plus enclin à déclarer des maladies et à avoir des allergies qu'un enfant qui va être dans un milieu moins stérile. Alors pas non plus patauger dans la gadoue toute la journée et choper toutes les maladies du monde, mais quand même le laisser un peu évoluer. Et pour terminer, il y a également les vaccins, donc qui permettent aux enfants d'être immunisés contre certaines maladies, puisque le vaccin, pour rappel, c'est l'injection de micro-organismes pathogènes, mais qui sont affaiblis ou inactivés. Donc ils injectent la maladie directement dans l'enfant avec le vaccin, mais en dose diluée. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc oui, soit en dose diluée, soit le virus ou la bactérie est inactivé. Donc c'est sans danger pour l'enfant, en fait. Et ça va permettre à l'enfant de créer en fait des anticorps contre ce micro-organisme. Donc la vaccination, c'est bien. Super, merci Magali. Tout de suite, on fait une petite pause avec Red Charles. Et on se retrouve juste après avec Florian qui va nous parler du projet ITER. A tout de suite. Bonjour, vous êtes bien sûr Fadjet dans l'émission de vulgarisation scientifique Science Infuse où nous retrouvons Florian avec le projet ITER. Alors, moi je vais vous parler du projet ITER. Donc, en fait, c'est un projet international qui regroupe environ 35 pays, dont plusieurs pays de l'Union Européenne, de l'Inde, de la Chine, de la Corée du Sud par exemple, et qui a pour but de rendre possible la fusion nucléaire. Bon, alors ça je vais définir ça tout à l'heure. Donc, le projet ITER, ça a commencé en 2001. Et donc le mot ITER, déjà ça veut dire chemin en latin, parce que en fait c'est la première tentative de l'homme pour maîtriser la fusion nucléaire justement. Ça veut aussi dire International Thermonuclear Experimental Reactor. Donc ça va être un prototype de réacteur qui va permettre de faire de la fusion nucléaire. Et donc c'est un projet international, mais le site, donc le réacteur, il se situe à Cadarache dans le sud de la France, et c'est là que vont avoir lieu toutes les expériences et que le réacteur est actuellement en train d'être construit. Donc maintenant je vais définir un petit peu ce que c'est que la fusion nucléaire. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler de fusion nucléaire ? Moi non. Beaucoup de controverses. Pas dans les techniques, ouais. Ça... D'accord, alors c'est une réaction nucléaire donc, qui se fait entre atomes, qui a lieu à l'état naturel au cœur du Soleil, ou en tout cas au cœur des étoiles en général. C'est pour ça que, en fait, c'est ce qui va produire les petits éléments. En fait, tout l'hydrogène, le carbone, l'oxygène de l'univers a été produit par des réactions de fusion dans le cœur des étoiles. Et donc c'est une réaction différente de la fission nucléaire. Donc ça, je suppose que vous en avez entendu un peu plus parler. Donc il faut savoir que toutes les centrales nucléaires en France, enfin et même dans le monde, marchent pour l'instant à la fission nucléaire. Donc en fait la fission, c'est assez simple, c'est vous prenez un atome très lourd, la plupart du temps qui est radioactif, typiquement de l'uranium, et vous allez le bombarder avec une petite particule. Et en fait, en le bombardant, il va se briser en deux. Et cette brisure, ou cette fission, elle va créer beaucoup d'énergie. Et c'est ça qu'on va récupérer pour faire de l'énergie dans les centrales thermonucléaires. Et en fait, donc après vous avez deux atomes plus petits, vous les rebombardez, ils vont se séparer en deux, etc. et ça va faire ce qu'on appelle une réaction en chaîne. La fusion, ça marche pas comme ça. C'est un peu le procédé inverse. En fait, vous allez prendre deux atomes très petits, donc par exemple des dérivés de l'hydrogène, et vous allez les fusionner. Et pour ça, il faut une grande température et une grande pression. C'est pour ça que c'est difficile à faire. Et en fait, quand vous allez les fusionner, ça va libérer encore plus d'énergie que pour la fission. Et vous allez créer un autre atome un peu plus lourd.
C'est quoi des dérivés de l'hydrogène ? Alors c'est ce qu'on appelle des isotopes. Ils ont pas, c'est ce qu'on appelle des configurations électroniques différentes. En gros, ils vont pas avoir le même nombre d'électrons, de neutrons, de protons, etc. D'accord, ok. Donc, par exemple, quand vous allez faire une réaction de fusion, l'avantage c'est que à la fin, vous allez récupérer que de l'hélium. Donc de l'hélium, c'est absolument inoffensif. On en retrouve un peu partout. Par exemple dans les ballons de baudruche, par exemple. Alors que la fission, on en récupère des déchets radioactifs. Donc ce qui, sur le papier, en gros, la fusion c'est très très intéressant parce que ça libère plus d'énergie et il y a moins de déchets. Mais alors du coup, est-ce que ça peut avoir des dérives comme la... Parce que déjà, par exemple, au niveau de la bombe nucléaire, est-ce que du coup ça peut rendre des bombes encore plus puissantes ? Alors, je vais en parler tout à l'heure, mais pour l'instant j'ai dit que c'était un projet et que c'était pas encore fait. Donc j'allais y venir que, en gros, la première mise en service du réacteur, elle se ferait en 2025. Et les premiers essais, les essais avec toute la réaction de fusion et tout, ce serait en 10 ans plus tard, en 2035. Et après, on devrait reconstruire un autre réacteur. Donc en fait, c'est juste un prototype d'un prototype d'un prototype. Donc après, pour pouvoir l'exploiter, et on n'est même pas sûr que ça marcherait concrètement. Donc après, pour l'exploiter d'un point de vue militaire, je sais pas si ça se fera. J'espère pas en tout cas. Donc voilà. Voilà. Et le but, ça va être d'injecter 50 mégawatts, donc 50 millions de watts dans le réacteur, et en récupérer 10 fois plus. Donc 500 millions de watts. En à peu près 400 secondes. Donc le réacteur il va tourner pendant 6 minutes à peu près et essayer de fournir cette énergie. Donc concrètement, le projet ITER ça va être un réacteur qu'on appelle un tokamak. Donc un tokamak ça a une forme de donut et dans ce donut justement il va être rempli de plasma. Donc du plasma c'est un gaz qui est chaud et qui est ionisé. Donc il y a des petits ions dedans, il est chargé électriquement, il n'est pas neutre. Et donc ce plasma il va être chauffé. Comme par exemple à l'intérieur du soleil, on sait qu'il y a une température énorme, là il va falloir le chauffer encore plus, par exemple à 150 millions de degrés. Le problème c'est que vous imaginez bien que si on contient un gaz à 150 millions de degrés, les parois elles vont pas tenir. Voilà, elles vont pas tenir. Donc ça pose un problème. Donc pour ça, on va utiliser une technique qu'on appelle le confinement magnétique. Donc concrètement, on va mettre des aimants tout autour du réacteur, tout autour du donut. Et donc ces aimants, ils vont permettre de compresser le plasma à l'intérieur et faire en sorte qu'il ne touche pas les parois. Mais le problème, c'est que ces aimants, ils vont être très puissants. Donc ils sont à peu près 1 million de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Donc ça reste un défi énorme à maîtriser tout ça. Et après, donc il y a quand même des pertes parce que 150 millions de degrés, il va y avoir quand même de la chaleur qui va arriver sur les parois, même si on l'isole très bien. Et donc les parois, elles vont quand même chauffer et il va falloir les refroidir. Donc concrètement, il faut chauffer à 150 millions de degrés, donc ce qu'on n'arrive pas encore à faire, avoir des bobines, avoir des aimants très puissants et pouvoir refroidir des parois qui vont chauffer extrêmement fort. Donc c'est pour ça que j'arrive à mon dernier point, c'est que en fait le projet ITER, même s'il promet de belles choses, c'est un projet qui reste controversé et critiqué. Déjà parce qu'il a pris beaucoup de retard et le budget a explosé, donc ça a passé de 5 à 19 milliards d'euros en quelques années. Et donc on ne sait toujours pas si l'expérience est faisable concrètement. Si à la fin, quand on va démarrer le réacteur, est-ce qu'il va y avoir des réactions de fusion et est-ce qu'on va gagner de l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui a critiqué, il y a plusieurs physiciens qui critiquent la fusion nucléaire, dont un académicien des sciences qui dit on veut mettre le soleil en boîte, mais on n'arrive pas à faire la boîte. Et donc ça résume assez bien l'état actuel du projet, même si il pourrait y avoir de belles choses qui pourraient être faites. Pour l'instant, les scientifiques cherchent encore à l'heure actuelle comment le faire concrètement. Du coup, ils sont partis juste de la théorie à la base. Alors ils sont partis juste de la théorie, un peu comme la fission. Et donc là ils essayent de remplacer la fission par la fusion. Mais ça se fera, si ça marche, ça se fera dans très très longtemps. Dans 30-40 ans minimum. Non, beaucoup plus. Parce que ça mettra 50 ans juste à ce que les réacteurs prototypes soient prêts. Donc c'est très très
ça va être très 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 difficile. Donc, mais on espère que ça se fera, quoi. Et ben merci Florian, donc on va faire tout de suite une petite pause avec Queen. Et juste après, on écoutera la chronique d'Adrien sur les débris dans l'espace. À tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Adrien qui va nous parler de débris spatiaux. Alors voilà, je vais vous parler de débris spatiaux comme tu l'as dit. Alors déjà, est-ce que vous savez depuis quand est-ce qu'on envoie des choses dans l'espace ? Au milieu du 20e. Ouais, Ah, ça doit être. Tu pourrais Bah, être un peu plus précis quand même. Bah, le Allez, pro- replonge dans tes cours d'histoire. 1955 on va dire. Ah, Ouais, il est pas mauvais. 1957, c'était avec Sputnik, donc le premier satellite lancé dans l'espace. Et donc depuis, est-ce que vous pensez qu'on en a lancé beaucoup ? Oui, c'est Tout sûr. Ouais, compris, oui, hein, oui, habité, oui. non habité. En fait, rien que pour les Oui. satellites. Juste pour la radiocommunication, Ouais. ça a dû mettre beaucoup. donc, Alors petite estimation, de combien d'objets on a Ouais. envoyé ça se compte en centaines, en milliers, En centaines de milliers, je dirais. en centaines de milliers. Ouais, ça Ouais. fait beaucoup En là mi- quand même. en- je sais pas, en même en pas milliers, 100 je ans. pense. Bah attends, En milliers. Moi je dirais en milliers. Ouais, moi aussi Ah je ouais dirais en milliers. Ouais, bah c'est ça en fait, on en a lancé à peu près 5000. Donc 5000 tout confondu. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les 3/4 de ces 5000 choses qu'on a envoyées, donc satellites, aussi des sondes, elles sont actuellement hors service. Donc elles sont hors service, elles fonctionnent plus. Et donc du coup, aujourd'hui, ça pose un réel problème. Donc dans tout ce qui est tout simplement l'exploitation, on va dire, de l'espace terrestre, des orbites terrestres. Donc il y a beaucoup de débris en fait qui ont été générés. Donc lors des lancements, mais aussi par les explosions, parce qu'il faut savoir que comme tout objet, les satellites vont s'user, ils vont se dégrader au cours du temps. Donc par exemple, il y a les batteries qui fonctionnent en permanence, vont avoir tendance à surchauffer et à exploser au bout d'un moment. Comme sur les téléphones par exemple, il y avait eu une affaire comme ça on il ne y a citera pas la marque. quelques années, voilà. Il y a aussi par exemple les réservoirs de carburant qui peuvent s'oxyder, parce que même s'il y a très peu d'air, si on est sur des orbites relativement basses, il peut y avoir une oxydation qui peut se faire au cours du temps, donc du coup ça explose. Donc, du coup il y a plein de débris qui se retrouvent Donc dans le... ça veut dire que quoi, ça rouille? Ouais, ça rouille, Ouais. c'est ça en fait. Ça rouille et puis ça va au bout d'un moment, ça va se corroder et donc du coup ça se perce, puis ça explose parce qu'il reste toujours des petits restes même sur les satellites qui sont plus en fonctionnement, il y a toujours des petits restes de carburant, de propergol, je crois que c'est ça qu'ils utilisent pour faire la propulsion des satellites. Et donc du coup ça peut exploser. Et par exemple en 2009, il y a eu un problème de ce genre-là, il y a eu une collision. Donc il y a eu donc les débris en fait ont provoqué, donc c'est pas les débris mais il y a eu une collision entre deux satellites, donc deux satellites de télécommunication. Donc Iridium qui est un satellite, c'est un réseau satellitaire américain qui permet tout ce qui est télécommunication, et Cosmos, donc c'est un satellite russe. Et en fait du coup les raisons de cette collision là, ça a été une mauvaise communication en fait. C'est-à-dire que les Américains, on va dire, communiquaient très peu sur la position de leur satellite. Donc c'était des données qui étaient assez vagues. Et du coup, il y a eu une mauvaise gestion des orbites. Et donc du coup, il y a eu collision en 2009. Donc les deux satellites se sont percutés. Et donc du coup, ça a créé 3000 débris, donc estimés, de plus de 10 cm. Donc c'est 3000 débris qui se sont retrouvés donc, sur l'orbite de ces deux satellites. Et donc du coup, qui ont posé énormément de problèmes parce que forcément, c'est des débris qui présentent un risque pour les autres satellites. Donc par exemple, si on prend tous les débris qui sont sur toutes les orbites possibles, parce que quand on parle de satellites et d'orbites terrestres, il faut savoir qu'il y a plusieurs hauteurs, il y a plusieurs distances par rapport à la Terre. On a des orbites qui sont dites basses, donc relativement proches de la Terre. Par exemple, l'ISS, j'en reparlerai un peu plus tard, est situé sur une orbite basse, et on a des satellites qui peuvent être beaucoup plus hauts, donc sur des orbites plus éloignées. Et donc du coup, sur toutes les orbites, aujourd'hui, on a à peu près un demi-million, donc 500 000 débris, qui peuvent avoir toutes les tailles. Donc ça peut aller d'un gros débris de la taille d'un bus à des petits débris qui peuvent avoir la taille d'une tête d'épingle ou de petits objets. Et donc du coup, ça fait un effet boule de neige finalement, parce que ces débris vont avoir tendance à se collisionner entre eux, et donc du coup recréer d'autres débris plus petits en plus grand nombre. Et donc du coup, il y a un effet en fait de saturation des orbites qui font que ça devient compliqué pour les gens qui veulent envoyer des satellites, pour les agences. Ça crée une sorte de poussière en quelque En fait, sorte c'est ça, ça crée qui gêne les de nouveaux... la poussière ou même des objets de petite taille qui peuvent du coup avoir des conséquences. Par exemple l'ISS, comme je disais tout à l'heure, qui est à basse orbite, elle a été contrainte plusieurs fois de faire des manœuvres d'évitement. Donc
on sait à peu près où sont les débris, on les a répertoriés. Et du coup, quand on voit que ça va interférer avec l'orbite de l'ISS, il y a des stratégies, des manœuvres en fait d'évitement qui se font. Et même des fois, quand il n'y a pas le temps, des fois il détecte la collision est détectée trop tard, enfin est prévue trop tard. Et donc du coup, les astronautes sont carrément obligés de se mettre dans des capsules de secours au cas où il y a une collision potentielle. Donc c'est un vrai effet en fait sur les appareils qui sont en cours d'utilisation, que ce soit l'ISS ou les autres satellites. Donc du coup, depuis l'événement que je citais l'autre jour, tout à l'heure, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Il y a une meilleure communication qui se font entre les agences, mais il y a aussi des projets qui sont lancés en fait. Par exemple par l'ESA, donc l'ESA c'est l'agence spatiale européenne. Et donc en fait c'est des projets qui visent à récupérer en fait, à nettoyer un petit peu l'espace aérien, l'espace orbitaire de la Terre en fait. Donc par exemple, il y a des projets qui mettent en jeu des bras robotiques ou des filets, des harpons pour venir récupérer soit des satellites carrément qui sont inactifs, qui sont plus en état de marche, et donc les ramener sur Terre. Donc ils les ramènent en fait, ils essayent de les freiner, et du coup en freinant, ils vont retomber sur Terre et se consumer. Soit on peut aussi attacher des moteurs par exemple, parce qu'il faut savoir que les satellites qui sont là n'ont plus assez de carburant pour pouvoir retomber sur Terre, donc on attache un moteur qui va juste donner la petite poussée nécessaire à revenir sur Terre. Donc du coup après il s'écrase, de manière calculée bien sûr, ça va pas s'écraser en plein milieu d'un village. Et donc du coup on a par exemple aussi par exemple Elon Musk qui a donc son entreprise. Ah oui, c'est SpaceX. Ils Ouais, n'avaient pas SpaceX. fait des fusées qui revenaient. Exact, c'est Ouais. tout à fait ça en fait. C'était l'année dernière. Ils ont fait les premiers lancements il y a peu de temps, et du coup depuis les fusées sont très utilisées en fait. C'est des fusées qui peuvent réutiliser les étages inférieurs, donc les étages qui contiennent le carburant en fait. Donc avant on lançait la fusée et puis tout ce qui en fait le gros de la fusée, tout ce qui contenait le carburant retombe sur Terre, et puis c'est tout quoi, ça va à la casse. Alors que maintenant on arrive alors ça a été très compliqué à ramener la partie qui contient le carburant, et donc à la faire se poser en douceur on va dire sur un bateau. En général c'est sur un bateau, donc techniquement ça a été un très gros tour de force on va dire de l'entreprise SpaceX, parce que du coup c'est très utilisé maintenant. Ils ont des contrats avec les grandes agences spatiales, parce que du coup ça permet de récupérer, de faire des grosses économies, et donc du coup d'éviter de créer des débris supplémentaires. Alors il y a des choses très intéressantes qui ont été écrites là-dessus, donc je vous laisse consulter. Il y aura le site de l'ESA parle de ces projets, et aussi une vidéo que je vous conseille de AstronoGeek sur YouTube qui explique vachement bien. Il a interviewé justement la personne qui était en charge des projets de récupération des déchets, et donc du coup c'est super intéressant. Merci Adrien, c'est le moment d'écouter un morceau et ce sera Havanae, avant de découvrir la chronique de Nicolas sur l'île de Surtsey. A tout de suite. Bonjour ou rebonjour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fudget. Nous en étions à Nicolas et sa chronique sur l'île de Surtsey. Oui, tout à fait. Alors l'île de Surtsey, c'est une île bien particulière qui est située au sud de l'Islande. Donc je sais pas si vous voyez tous à peu près où c'est l'Islande, c'est au nord de l'océan Atlantique. Alors la particularité de l'île de Surtsey, c'est qu'en fait, avant 1963, elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait passer en bateau, on passait directement dans l'océan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1963, il y a eu une éruption volcanique d'un volcan sous-marin, et qui a produit assez de magma pour en fait faire remonter assez de magma à la surface pour former une île. Donc du coup, je vais commencer à parler par ses mensurations. Hein. Donc elle mesure 1 km de longueur et à peu près 1,3 km de largeur. Et elle va à une altitude maximale au-dessus de la mer de 155 mètres. Et si on part de la base du volcan, ça fait à peu près 1,1 km de haut. Alors déjà, donc il y a plusieurs îles qui se forment de cette manière. Mais l'île de Surtsey, sa particularité, c'est qu'en fait, c'est une des rares îles qui est encore au-dessus de la mer. Parce que dans les 150 dernières années, en fait, il n'y a que 3 îles qui ont vécu plus de 1 an et qui sont toujours là actuellement au-dessus de la mer donc dans les 150 dernières années. Donc ce qui s'est passé en 1963, c'est que les scientifiques ils ont vu une opportunité incroyable pour pouvoir étudier la colonisation des milieux, parce que l'île, une fois qu'elle se forme, les seules choses qu'il y a dessus, c'est du magma Refroidi. Bref, c'est ça, refroidi, solide. Et donc ils ont décrété, enfin en gros ils ont eu l'accord de l'État islandais
d'interdire l'accès à l'île en fait, sauf pour la recherche. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé comment l'île allait être colonisée par toutes les espèces animales et végétales. Donc bien sûr, les premières choses à arriver qu'ils n'ont pas pu forcément regarder, c'est tout ce qui est micro-organismes qui étaient déjà présents dans l'eau. Mais à votre avis, est-ce que vous savez c'est quoi la première espèce animale qui est arrivée sur l'île ? Est-ce que vous avez une idée ? Moi je dirais un oiseau. Ouais, j'allais dire pareil. Ouais, c'est ça en fait, c'est des goélands qui sont installés et directement quelques mois après, donc toujours en 1963, qui sont les premiers à avoir colonisé l'île en fait et à avoir fait des nids avec des branches qu'ils trouvaient dans la mer, dans l'océan. Donc ensuite, il y a eu beaucoup des lichens et des mousses, des champignons, donc des organismes assez petits qui ont petit à petit colonisé l'île. Et en fait, actuellement, on a vraiment un vrai gros écosystème avec des centaines d'espèces qui vivent dessus en fait. Et du coup, il y a même directement 20 ans après, donc en 1983, c'était devenu un lieu de reproduction des phoques gris. Donc comme quoi c'est marrant, c'est à plusieurs kilomètres des côtes et les phoques ils sont venus jusque là pour se reproduire alors que l'île n'existait pas à l'époque. Parce qu'ils sont au calme, ils sont bien tranquilles là-bas. Ouais, c'est ça, il y a pas trop de prédateurs en fait. C'est une des grandes catégories d'espèces en fait qui sont pas là. C'est vraiment des gros, à part du coup les phoques, mais vraiment des gros mammifères marins. Il y en a très peu et du coup les phoques, leur prédateur naturel c'est les orques il me semble. Et du coup Oui, il y en a très très peu dans le coin. Et donc oui là c'est vrai qu'ils sont plus tranquilles pour se reproduire. Ensuite en 2008, l'île elle a été inscrite au patrimoine mondial en tant que réserve naturelle. Du coup ça a permis encore plus de protéger le lieu en fait des touristes ou même des gens locaux qui voudraient y aller à la nage ou dans des petits bateaux. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que sur Tsei, donc j'ai dit qu'il y avait c'était une des 3 îles qui s'étaient formées dans les 150 dernières années. Et il y en a une autre que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle Unga Tonga, qui elle s'est formée dans l'archipel Tonga, donc c'est dans l'océan Pacifique. Et elle s'est formée qu'il y a seulement 3 ans. Et au lieu d'étudier plus la faune et la flore comme ça a été fait sur Tsei, ce qu'on a fait sur Unga Tonga, c'est qu'on a étudié beaucoup la géologie. Et parce qu'en fait elle avait des conditions très particulières et les scientifiques pensent qu'ils peuvent essayer de déterminer des choses qui se sont passées sur Mars. Alors ouais, ça peut paraître un peu flou, mais on a eu la preuve récemment qu'il y a déjà eu, à 90%, qu'il y a déjà eu de l'eau sur Mars. Et en fait, voir comment ça réagit avec cette nouvelle île, et ça pourrait faire avancer la science pour potentiellement mieux comprendre Mars plus tard. Ouais, c'est ça. Et du coup aussi une particularité de Unga Tonga qui est donc apparue il n'y a que 3 ans, pardon. C'est qu'on peut l'observer via des satellites, ce qui n'était pas encore possible en 1963, hein, comme l'a dit Adrien, c'était les tout premiers satellites et on ne pouvait pas observer aussi précisément que maintenant. Alors que maintenant pour l'île d'Unga Tonga, on peut voir comment elle évolue en fonction des éruptions volcaniques et on arrive maintenant à faire une carte en 3 dimensions de l'île très précise. Et du coup, les scientifiques estiment que Unga Tonga, contrairement à Surtsey, elle devrait d'ici une 30aine d'années retourner sous l'eau. Mais ils espèrent bien en profiter pour étudier le plus de choses possible et en apprendre encore plus sur les formations de ces îles. Super Nico, maintenant on fait tout de suite une pause avec Claire Ramons et on retrouve Nora qui va nous parler des forêts tropicales et des puits de carbone. A tout de suite. Bon retour sur Science Infuse, nous en sommes à Nora qui va nous parler des forêts tropicales et des puits de carbone pour sa première chronique. Exactement. Alors je vais vous parler des forêts tropicales en effet. Ces forêts qui ont de nombreuses richesses et que l'on qualifie de poumons verts. En effet, grâce à leur densité et aux activités biologiques qui s'y déroulent, ces forêts jouent un rôle primordial dans le stockage du carbone, un sujet de plus en plus important de nos jours. Mais voilà, une récente étude a montré que les capacités de stockage de ces espaces allaient en diminuant, et même, plus précisément, que les rejets de dioxyde de carbone dépassaient le taux stocké. Alors comment ces écosystèmes en sont arrivés à inverser la tendance ? L'étude dont je vous parle a été publiée dans Science en octobre 2017 et c'est le fruit de 12 ans de recherche effectuée par une équipe américaine. Les moyens utilisés ont été conséquents puisqu'il a fallu coupler observation de terrain et observation via un satellite créé spécialement pour l'étude. Grâce à la technologie LIDAR qui permet la détection et l'estimation de la distance par la lumière ou par un laser, les chercheurs ont pu effectuer des mesures de poids de la partie émergée des forêts, c'est-à-dire les feuilles et les tiges. Puis, c'est avec un algorithme qu'ils ont comparé des portions de 500 mètres carrés afin d'observer les gains et les pertes de densité en CO2 des forêts.
Il faut savoir que les arbres captent le CO2 et le stockent en formant de la biomasse, c'est-à-dire des tiges, des feuilles, des racines. C'est le phénomène de photosynthèse. Les forêts tropicales, qui sont denses, sont donc un puits de carbone important. On estime qu'elles stockent près de 40% du carbone terrestre. Mais voilà, on observe des perturbations qui affectent cet effet. Il y a bien sûr la déforestation, qui convertit complètement les terrains déboisés, mais il y a un autre phénomène qui est tout aussi grave, la dégradation des forêts. Il s'agit ici de plusieurs phénomènes. D'une part, tous les dégâts collatéraux liés à l'exploitation forestière, par exemple les arbres tombés pour extraire plus facilement ceux qui sont coupés, mais il s'agit aussi de changements dus aux perturbations climatiques. Les prédictions des modèles bioclimatiques pour expliquer l'évolution des stocks de carbone des forêts tropicales indiquent que la diminution de la durée de la saison de végétation, l'augmentation de la température moyenne annuelle et la diminution des précipitations annuelles pourraient conduire à une diminution de 17 voire 24% du stock de carbone forestier d'ici à 2080. Ces modifications climatiques favoriseraient en effet les arbres et les espèces de plus petite taille dont la capacité de stockage est moindre. Une étude du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, datant de 2016, identifie également des points de basculement. Au-dessus d'une température moyenne annuelle de 21 degrés et en dessous de 1100 mm de précipitations par an, le stock de carbone des forêts tropicales humides pourrait s'effondrer. D'ailleurs, ce rapport précédait l'étude américaine dont je vous parlais au début, puisque ces résultats ont également révélé que les forêts pourraient devenir émettrices de CO2 et contribuer ainsi à l'accélération du changement climatique. On assisterait donc à un emballement du phénomène. Pour en revenir à l'étude américaine, l'équipe qui a établi l'étude a également vu que les régions tropicales dégageraient environ 425 téragrammes de CO2 net par an, sachant qu'un téragramme représente 1 million de tonnes. Pour vous donner une idée, cela représente plus que les émissions de tous les véhicules des États-Unis en 2015. Le tout réparti entre toutes les zones tropicales bien sûr, mais en proportions différentes. En effet, 60% de ces émissions de carbone proviennent de l'Amérique tropicale, y compris le bassin amazonien, 24% proviennent des forêts tropicales africaines et enfin 16% des forêts asiatiques. Ainsi, cette étude et toutes les observations qui ont été faites mettent le doigt sur un problème assez conséquent, puisque d'une part, les forêts deviennent moins performantes et que d'autre part, les perturbations liées au changement climatique induiraient un emballement des phénomènes déjà néfastes. L'étude américaine nous dit que, en mettant un terme à la déforestation, on pourrait réduire de 8% les émissions annuelles de carbone. Ça semble peu, mais c'est déjà ça. Dans tous les cas, il faut aussi s'attaquer au problème de la dégradation. Elle est souvent le fait de pratiques illégales, marginales, qui peuvent donc être stoppées, mais elle est aussi induite, comme je l'ai dit, par le changement climatique qui affecte la dynamique des forêts tropicales. Il faudrait donc diminuer drastiquement nos émissions de dioxyde de carbone et maintenir et restaurer les forêts tropicales afin d'augmenter leur capacité à absorber et stocker ce carbone. Alors voilà, il n'y a pas de solution miracle malheureusement face à ce phénomène, mais il met au moins en relief le fait que la crise que nous vivons touche bien des systèmes et que, en agissant globalement, on peut tenter de limiter les dégâts. Eh bah super Nora, nous sommes déjà à la dernière pause où nous écoutons Kaleo avec leur titre Glass House avant de faire un débat sur le végétarisme. Bonjour, c'était le groupe Kaleo, vous êtes sur Fadjet dans la dernière partie de l'émission de vulgarisation scientifique Science Infuse et il est temps de faire un petit débat sur le végétarisme. Alors déjà, est-ce que quelqu'un pourrait me définir les termes végétarien, végétalien et vegan, s'il vous plaît ? Qui se lance ? Bon allez, j'y vais. Alors végétarien, il y a plusieurs régimes végétariens. Il y a les ovo-lacto-végétariens par exemple qui mangent des œufs, du lait et des légumes du coup. Il y a les pisco-végétariens qui mangent du poisson encore. Donc voilà, il y a plusieurs catégories, on va dire, tout ça pour mettre des noms pour classer les gens dans les boîtes, on va dire. Ensuite, il y a les végétaliens qui, eux, ne mangent pas de matière animale, mais qui, à l'inverse des véganes, selon ma définition, peuvent porter des vêtements qui sont composés de matière animale, par exemple, typiquement un bonnet en laine. Voilà, les véganes, c'est plutôt un mode de vie entier qui inclut... des restrictions on va dire, mais surtout une idéologie assez particulière. Voilà. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc avant de lancer le petit débat, je vais vous faire un rappel un peu de ce qui se passe dans le monde. Donc selon l'IPCC, qui est le panel intergouvernemental du changement climatique, la consommation de viande représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc est-ce que vous avez une idée du transport, du secteur des transports, combien en pourcentage ça ferait ? C'est équivalent, il me semble. Ouais, c'est juste en dessous, c'est 14%. C'est ça, ouais.
Donc pour 1 kg de viande, combien il faudrait de viande rouge, pardon, combien il faudrait de litres d'eau pour qu'il arrive dans votre assiette? 10 000. 15 000. Oui, c'est ça, 15 500, j'ai vu. Et donc en gros, ça fait 70% de l'eau utilisée va dans l'agriculture. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut 900 litres d'eau pour faire 1 kg de soja, 600 pour faire 1 kg de pommes de terre, et pareil pour le blé, et 25 litres pour 1 litre de bière. La petite référence. Ensuite, donc 75% des terres agricoles servent à la nutrition animale, avec principalement du soja, qui est la cause à 90% de la déforestation de la forêt amazonienne. Du coup, ma question, ce qu'on va essayer de répondre, c'est peut-on se dire écologiste et manger de la viande? Nico, c'est à toi de commencer. C'est une bonne question. Avec toutes les stats que tu nous as dites là, c'est vrai que c'est difficile de se prétendre écologiste en mangeant de la viande, mais d'un côté, on peut être écologiste sur d'autres aspects et pas forcément en mangeant de la viande. Enfin, je veux dire, tu peux te prétendre écologiste, mais quand même prendre ta voiture et au final, ta voiture pollue. Donc, c'est sûr que si tu mangeais pas de viande, tu serais plus écologiste, mais personne n'est un parfait écologiste. Oui, exactement. Après, tu peux par exemple, je sais pas, si tu veux continuer à manger de la viande, tu peux très bien arrêter d'acheter dans les grandes surfaces ou des trucs comme ça et aller à la ferme du coin, en gros. Oui, par exemple. Après, je pense que la vache de la ferme du coin, elle consomme aussi autant d'eau et tout, donc elle fait partie de... Enfin, elle est pas non plus bonne pour l'écologie, même si elle y est sûrement plus que d'autres vaches qui vont être dans des grands abattoirs, des choses comme ça. Ouais, t'as pas le transport en fait, si c'est dans la vache du coin. Du coup, Quentin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, être un bon écologiste, déjà, c'est un peu difficile à définir parce qu'on peut l'être à plusieurs niveaux. Vouloir être un bon écologiste et manger de la viande, c'est un peu paradoxal, je pense, vu la pollution que ça engendre et la consommation de ressources. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens qui me disent qu'ils réduisent un peu leur consommation, c'est en fait faire le rapprochement entre couper l'eau quand on se brosse les dents. Quand on réduit sa consommation de viande, en fait, c'est un peu comme si on arrêtait l'eau pendant qu'on se brossait les dents, mais seulement la moitié du temps. Parce qu'il faut préciser que t'es vegan aussi, du coup. Oui, voilà, je suis vegan. Nora, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouais, pareil, la question du bon écologiste, je sais pas, ça se pose dans notre société en fait, d'être écologiste, de notre point de vue de société entre guillemets évoluée qui a des moyens de s'approvisionner de cette façon-là. Mais on peut pas, par exemple, traiter de mauvais écologistes les peuples qui vivent dans leur village et qui consomment de la viande de façon traditionnelle ou des choses comme ça. Ouais, bah du coup, je vais préciser, ce sera juste pour notre société, Voilà. enfin en France, quoi, en gros. D'accord. À Nancy, spécifiquement. D'accord. Après, c'est vrai que oui, vu toutes les données qu'on a, toutes les études qui sont faites sur les coûts réels de la viande, on peut pas dire qu'on milite pour la cause écologiste et en même temps consommer de la viande. C'est pareil, c'est paradoxal, mais qui suis-je pour juger, sachant que par exemple j'ai une voiture et que je l'utilise? Bon, je prétends pas être la meilleure écologiste non plus, mais voilà, il y a des arguments pour et contre, et c'est vrai que par exemple la consommation locale, même de la viande, c'est moindre, ça a un effet moindre, néfaste, on va dire, moins néfaste. Mais effectivement, oui, dans tous les cas, je pense que, comme tu disais, réduire sa consommation, c'est un tout petit pas pour se donner bonne conscience. Adrien? C'est vrai que c'est une question qui est très compliquée. Je pense qu'il y a aussi une question un peu pas d'hypocrisie, mais dire que les gens sont plus en face un peu de la réalité finalement. C'est pas toujours ce qui se passe derrière la consommation de la viande, et puis il y a aussi toute une histoire de tradition, on va dire aussi. Les gens ont peut-être aussi un peu peur de se lancer peur d'arrêter la viande, parce qu'il y a un peu un inconscient collectif qui prétend que la viande c'est on va dire un des grands piliers de l'alimentation. Même si ça il y a eu des études, on peut montrer qu'il y a des substituts, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a des changements qui peuvent être faits. Par exemple, on parle beaucoup, par exemple, dans certains pays, de manger les insectes. En Europe, il y a encore énormément de réticences sur... Ouais, mais un insecte pour toi, c'est de la viande ou c'est encore autre chose? Je pense à mon avis, je pense que ça pourrait être déjà un premier pas vers un arrêt de la viande.
Sachant que bon, je pense que après, je sais pas, je me prétends pas être calé dans le domaine. Je sais pas ce qu'en pensent les Parce que véganes ou les. au niveau de l'éthique aussi, ce que tu peux te demander, c'est ce que tu vas considérer un insecte comme une vache au Ouais, final. c'est ça. Mais je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans une autre émission sur la maltraitance animale, je crois. Oui, l'année dernière. Où on disait que voilà, un insecte, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça dépend de là où on place le degré de conscience, le degré de douleur. Genre, est-ce qu'un insecte, ça ressent la douleur, mais à l'échelle d'un insecte, est-ce que c'est vraiment de la douleur ou est-ce que c'est juste un réflexe nerveux? Est-ce que la simplicité de l'organisme ne justifie pas finalement le fait qu'on puisse avoir une tolérance un peu plus grande par rapport à ça? Est-ce qu'on peut comparer finalement un grillon avec un veau, avec une vache, avec un poulet? C'est des questions qui peuvent être posées finalement et qui vont l'être, je pense. Voilà. Qu'avec, mais je pense tout que ce qui est- ça demande aussi des évolutions au niveau de la société, au niveau des La façon de traditions. penser, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben super, Magali, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors déjà, je mange de la viande. Voilà. Mais, alors, tu parlais de réduire la consommation. Alors, c'est ce que je fais. Et je sais que c'est ridicule, mais c'est super dur, en fait, parce que je voulais arrêter la viande. Hein. Mais c'est surtout les idées autour. Alors, je vais parler de ma vie, mais en soi, je passe tous mes week-ends chez ma grand-mère. Et il est hors de question là-bas que je ne mange pas de viande, en fait. Enfin, sinon, je me fais renier de ma famille. Ouais, c'est je les me bats tous les habitudes. week-ends pour en manger moins, déjà. Et vraiment, c'est une bataille de tous les week-ends. Mais C'est ce qu'il disait, on a une grosse tradition, surtout en France, de viandard. Ouais. c'est très compliqué. Quand je suis chez moi, il n'y a pas de souci. Enfin, j'achète même pas de viande, il n'y a pas de viande chez moi. Mais ouais, c'est dès que je sors chez moi, c'est pour ça que je dis que je réduis ma consommation. Et que oui, c'est vrai que ça a pas. Alors, je suis d'accord avec le fait de. Avec l'image de couper l'eau que la moitié du temps. Mais c'est compliqué. Enfin, je dépends trop, par exemple, de ma grand-mère pour me permettre d'arrêter totalement et de dire, bah, je viens plus chez toi. Parce que je fais un peu mes lessives là-bas, en fait. du coup. Compliqué. Mais en soi, pour ce qui est de l'écologie, alors je pense que oui. Enfin, un bon écologiste, déjà, vous l'avez tous dit, mais c'est dur à définir. Et je me souviens d'une personne, alors je sais plus qui avait dit ça, que c'est que des petits pas, en fait. Et moi, je sais que ça fait que 1 an et demi que j'essaie déjà de diminuer ma consommation. Et j'en suis qu'au début, en fait, de tout ce que je peux faire pour l'écologie. J'essaie d'acheter bio, en vrac, j'essaie de faire plus de choses, de plus en plus, en fait. Mais c'est des Des pas habitudes de à bébé, prendre. quoi. C'est Ouais, petit à petit. petit à petit. Et du coup, je pense que déjà, réduire, c'est bien pour plus tard arrêter, en fait. Après, oui, si toi, je sais pas, Quentin, depuis quand t'as essayé d'arrêter, mais... Alors, du coup, c'était pas une critique quand je disais Ah oui, non, mais y a pas de au souci. niveau de réduire sa consommation de viande. C'était plus une réponse en fait directe à la question. Je trouve que c'est bien de réduire et d'en parler avec son entourage et de le montrer parce que justement ça visibilise. Ça peut motiver les autres aussi. Enfin, Voilà. juste le fait d'en parler. C'est ça, juste le fait d'en parler, ça visibilise, ça motive les autres et en fait, juste le fait de rappeler aux gens qu'il y a un problème avec la viande parce qu'on a un petit peu ce problème en France et enfin surtout en France, dans Surtout en d'autres pays France. aussi. Mais on a cette tendance-là à mettre le problème de côté et l'oublier, enfin le remplacer par d'autres choses en fait. Mais c'est bien de réduire sa consommation et voilà. Ah oui, je l'avais pas mal pris, hein, t'inquiète pas. Eh ben super, Pas de on va s'arrêter là, il est déjà temps de terminer le débat. Mais n'oubliez pas que c'est dans vos assiettes et dans votre manière de vous déplacer que vous impactez en bien ou en mal l'écologie. Et sur ce, nous devons nous quitter. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles chroniques scientifiques. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook et depuis peu sur Instagram. Merci à vous et bon week-end.